Bonsoir à tous et bienvenue sur Face à l'actualité de ce soir. Le Cameroun vole au secours de la Guinée équatoriale suite à une explosion d'armes et de munitions dans une caverne le 7 mars dernier et qui a fait près d'une centaine de victimes, selon un communiqué signé du ministre d'État, secrétaire général à la présidence du Cameroun, Ferdinand Ganga. Cette décision a été prise par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour marquer une solidarité entre États frères. L'on rappelle que la délégation en question est donc conduite par Joseph Betiasomo, ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, en charge de la défense. Le ministre Paul Atangandi de l'administration territoriale prend aussi part près d'une soixantaine de personnels de santé militaire et du génie civil. Ils sont dans cette délégation. Importance et enjeu ou mission de cette mission en Guinée équatoriale, nous sommes devant l'actualité. On va en débattre. Au niveau donc de la Centrafrique, c'est la deuxième détente de notre édition de Face à l'actualité de ce soir. Justement en Centrafrique, l'ONU renforce le dispositif militaire. 3700 casques bleus ajoutés au dispositif qui est en place. Pourquoi faire? Voilà la question que se posent les panafricains alors que les FACA et les partenaires bilatéraux et d'ailleurs la Russie ont permis de réduire les groupes armés et les rebelles à une portion congrue. Que viennent donc faire aujourd'hui les 3700 casques bleus envoyés en RCA par l'Organisation des Nations Unies? C'est une question très importante et centrale. Surtout que pour beaucoup de panafricains, il y a un lourd budget mis en place pour ces missions onusiennes, alors que le pays en réalité a pris la gouvernance par le bon côté, justement avec un programme économique très alléchant du président Faustin Archange Touadéra. En tout cas, nous sommes face à l'actualité. On va en débattre. On se retrouve juste derrière. Madame, monsieur, bonsoir. Vous ne vous trompez donc pas, vous êtes sur Face à l'actualité. C'est sur Afrique Média. Le média est continental et panafricain, c'est le média de vérité. Je le disais à l'introduction, Paul Biya, président du Cameroun, a décidé de voler par solidarité d'États frères au secours de la Guinée équatoriale. Selon un communiqué commis par le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, cette décision a été prise par le chef de l'État, président de la République du Cameroun, pour soutenir un État frère et marquer cette solidarité entre États frères. Voilà la première détente de notre édition de Face à l'actualité. Et justement, en RCA, je l'ai aussi dit, en RCA, 3700 casques bleus. La question, c'est pourquoi faire alors que le pays, en réalité, va après l'élection du président Faustin Archange Touadéra, est en train d'aller dans la bonne gouvernance, tout au moins dans la mise en place du grand programme économique porté par Faustin Archange Touadéra. Alors, Paul est là, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hubert Etundi, bonsoir à tous ceux que vous allez présenter tout à l'heure. Et bonne soirée à tous ceux qui nous regardent par le monde. Merci à vous. J'ai à ma gauche ici Monsieur Bernard Comme. Vous m'avez dit, vous êtes chercheur indépendant. Je crois que c'est ça. Tout à fait, Monsieur Hubert Etundi. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Bonsoir à Monsieur Christelle Fanga, à Monsieur Paulila, que j'ai l'honneur de rencontrer aujourd'hui. Je salue également tous les techniciens qui sont à l'œuvre pour que nous puissions communiquer aisément. Sans oublier le grand public, les téléspectateurs qui nous regardent depuis leurs domiciles respectifs. Merci, on va entrer dans le vif du sujet tout à l'heure. André Christelle Fanga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Hubert Etundi, bonsoir Paulela, bonsoir à Monsieur Com.
Je crois que nous allons encore apporter notre contribution ce soir pour édifier les nombreux Africains, ceux qui nous regardent partout dans le monde, et tous ceux qui, les non-africains aussi. Bonsoir aux techniciens, bonsoir à la famille qui nous regarde. Je voudrais dire une chose pour commencer. Nous sommes en train de voir le monde chamboulé devant nos yeux. On ne savait pas qu'un grand maître de la franc-maçonnerie pouvait mourir aussi facilement. Suivez mon regard, vous savez de qui je parle, en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous devons tirer des leçons de tous ces regroupements, de toutes ces choses-là que nous adhérons aveuglement. Et eux qui ont longtemps dit qu'ils sont des humanistes qui s'aiment entre eux, qui s'appellent même frères et très chers frères. Aujourd'hui, nous comprenons et nous voyons qu'ils sont en train de s'entretuer pour le pouvoir. Ça veut dire que nous devons comprendre qu'il n'y a pas un regroupement comme de ce genre qui peut apporter le bonheur à notre africanité, à notre continent. Il faut véritablement que les gens se ressaisissent et qu'ils sortent rapidement de ces cercles-là qui nous embourbent et qui continuent à perpétuer l'œuvre coloniale, parce que c'est l'une des stratégies que le colon a utilisées pour justement mieux s'implanter dans nos territoires en leur faisant croire que vous êtes grand maître, vous êtes ceci, vous êtes rose bonbon, rose, je ne sais pas, rose rouge, ou bien franc menuisier, ou bien franc plombier, je ne sais pas quoi. Donc tous ces francs-là ne nous ont pas permis d'être véritablement dans la voie de développement, ou bien de véritablement prendre notre élan pour l'essor de l'Afrique. Donc sortez rapidement de ces regroupements qui ne valorisent pas notre continent et nos familles et nos États. Merci à vous, André Christelle Fanga. Je rappelle que Alain Jules Meignet, il est journaliste, sera avec nous par Zoom interposé. Éricien Pascal Ndiamba, il sera aussi avec nous par Zoom interposé. On va peut-être commencer avec vous, hein. Paul est là. Le Cameroun vole au secours de la Guinée équatoriale. Vous pouvez le voir à l'écran là, justement, un travail fait par le courrier diplomatique. Le Cameroun a envoyé une délégation en Guinée équatoriale pour justement assister ce pays suite à cette explosion qui a eu lieu le 7 mars dernier. Et cette décision, c'est une décision de solidarité entre États frères, prise par le président de la République, rappelle le ministre d'État, secrétaire général à la présidente de la République, Ferdinand Ngongo. Alors, pour vous, quelle est la lecture que vous faites d'entrée de jeu pour une telle mission? Alors, face à une catastrophe, on est toujours désemparé. On n'est pas... On n'anticipe pas une catastrophe, en tout cas, quelles que soient les prévisions et quelles que soient les mesures de prudence, quand une catastrophe arrive, c'est toujours quelque chose d'inattendu. Et donc, surtout des catastrophes de cette ampleur. Je rappelle qu'il s'agit quand même d'une centaine, un peu plus de 200 maintenant, si le bilan est actualisé, de décès et plus de 700 blessés. Du fait justement de cette explosion accidentelle à Bata, dans la capitale économique de Guinée équatoriale. Et donc je rappelle également qu'il s'agissait là d'une explosion qui a eu lieu dans une base militaire, un quartier où il y avait des réserves de munitions, justement l'une de ces réserves qui a dû exploser du fait d'un feu inopiné et imprévu et imprudent qui a été allumé et qui a donc ce qui s'est propagé et qui a explosé et soufflé des bâtiments, des résidences abritant des civils, puisqu'il s'agit également d'un quartier résidentiel qui regroupe des familles de militaires et de gendarmes. Et donc on se retrouve avec quelque chose vraiment d'horrible, et je m'incline déjà ici devant les mémoires de tous ceux qui sont tombés sans s'y attendre. On regarde ça sur ces images, c'est atroce, c'est quelque chose de consternant, c'est préoccupant. Et il faut justement que ces populations meurtries, à qui on présente toutes nos condoléances et toute
notre attachement et notre soutien. Quand vous faites face à ce genre de situation et que vous êtes un pays ami, et pas seulement ami, un pays frère, tel que la Guinée équatoriale, eh bien, il est de bon ton, il est logique, il est naturel que le pays voisin, c'est-à-dire le Cameroun justement, qui n'est pas seulement un pays ami et frère, mais qui au sein de la CEMAC, comme vous le savez, est le pays économiquement, militairement et dans tous les sens du terme, même en termes de démographie, le plus avancé. Et donc, il est de bon ton que le Cameroun puisse prêter main forte comme ça à un pays en difficulté. Et il est naturel, il est bien fait, il est bien pensé de la part du chef de l'État camerounais que de réagir justement aux côtés, et en premier chef d'ailleurs, aux côtés des nations telles que l'Espagne, l'ancienne puissance coloniale qui s'est également manifestée, et d'autres pays. Donc, je ne ferai pas une lecture autre que celle de la solidarité, celle de l'amitié, celle d'un pays qui, c'est-à-dire le Cameroun, qui doit montrer l'exemple en tant que locomotive économique et pas seulement. Et donc, le geste du président camerounais est tout à fait louable et rentre dans la logique de ce qu'on attend toujours. On a eu de façon actée le passeport CEMAC qu'on attendait depuis très longtemps. Bon, dans les faits, il reste attendu que de façon matérielle, de façon effective, on voit bien que la circulation des hommes, pour ce qui est du passeport, et plus tard encore des biens, soit effective dans la zone CEMAC en termes d'intégration, parce que justement, cette solidarité doit être la manifestation palpable d'une réelle intégration au niveau de la CEMAC, économique, politique et militaire, sécuritaire et solidaire. Et donc cette action humanitaire est hautement saluée, et ça va dans le sens justement de la solidarité, de l'union des peuples de la CEMAC et de leur perspective d'intégration qui ne doit pas s'arrêter puisqu'elle ne fait que commencer. Et c'est tant mieux, c'est à saluer. André-Christelle Fanga, vous avez justement un mot à dire là-dessus, sur cette délégation, naturellement aussi sur cette explosion. D'ailleurs, comme venait de le dire Paul est là, le bilan officiellement reçu, c'est près de 100 morts, mais il continue à s'alourdir. C'est quand même quelque chose d'assez touchant en Guinée équatoriale. Exactement, Hubert et je fais bien les propos de Paul est là. D'abord, premièrement, m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie, et sûrement les familles qui sont justement frappées, et la grande Guinée équatoriale qui est vraiment touchée. Vous savez, un peuple qui n'a pas assez de population, qui peut déjà perdre déjà cette quantité de personnes, c'est énorme. Et vraiment, je pense que c'est catastrophique. Il faut véritablement voler au secours de la Guinée équatoriale. Vous savez, nous parlons de problèmes de démographie, nous parlons de problèmes de progression de la population, surtout dans les pays comme ceux-là où il n'y a pas beaucoup de population, mais ils ont beaucoup d'infrastructures, ils ont beaucoup de développement. Il faut justement les gens pour occuper de l'espace. Donc, nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui sont partis et souhaitons prompte guérison à tous ceux qui sont touchés par une blessure, quelque chose, et ceux qui sont amputés, et tous ceux qui ont eu des chocs, vraiment que le Seigneur les aide à revenir en bonne santé, ou bien qu'ils retrouvent la santé qui est déjà un peu dégradée. Donc, et Léon dit, première des choses qu'il faut balayer en brèche par rapport à cette situation, il n'y a pas eu une attaque terroriste en Guinée équatoriale. Il faut le préciser. Il n'y a pas eu d'attaque terroriste en Guinée équatoriale. C'est un problème simplement de feu de brousse qui s'est échappé. Comme nous savons que nous avons des populations qui travaillent dans les fonds les travaux champêtres, et ces populations-là ont mis du feu justement dans leurs champs, et le feu n'a pas été bien circonscrit, et il a traversé jusqu'à atteindre le camp. Nous savons qu'il y a eu ce genre d'explosion à Yaoundé, à un moment donné dans la soute à munitions à Yaoundé, au quartier général, je crois bien. Il y a eu plusieurs explosions dans plusieurs autres pays de ce style-là. Donc nous pensons aujourd'hui que ceux qui commençaient déjà à trouver des raisons
pour commencer à dire que non, il y a une déstabilisation qui est le terrorisme qui a pris place en Guinée équatoriale. Non, il se trompe. Il y a eu justement un feu de brousse qui s'est échappé et ça a fait exploser un camp, une base où il y avait des munitions, des bombes et tout le reste, le matériel militaire qui était entreposé. Donc, c'est ce qui a provoqué ces dégâts-là. Et l'une des choses que je voudrais encore ajouter par rapport à cette thématique, première thématique, c'est la solidarité entre deux frères, deux pays amis. Le président de la République, parce qu'on nous disait que la Guinée équatoriale et le Cameroun étaient sous tension. Vous vous rappelez le mur qui a failli créer des problèmes. Vous avez vu une mission justement des deux. Encore, le président de la République avait justement dépêché le ministre Joseph Betty Assomo, ministre de la Défense, Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, pour aller justement voir la situation sur le terrain, et ils ont donné leur rapport. Ils sont même partis en Guinée équatoriale et la Guinée équatoriale est venue au Cameroun et il y a eu des ententes. Et je crois que le calumet de la paix a été fumé entre les deux parties du pays. Donc, aujourd'hui, qu'un événement malheureux arrive et que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, soit le premier à véritablement voler au secours de la Guinée équatoriale, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas d'anguille sur roche relationnel entre les deux États. Ça veut dire que le président de la République a pris conscience que quand on dit chez nous en Afrique, si la case de ton voisin brûle, soit le premier à aller verser de l'eau ou du sable pour éteindre rapidement ce feu-là. Parce que le feu peut aussi traverser de l'autre côté, comme ce feu de brousse sauvage qui n'a pas pu être contrôlé, a brûlé le camp militaire, ce qui n'était pas prémédité. Donc, le président de la République, qui est un Bantou de première catégorie, vous savez qu'il est Nungi dans la région du sud, c'est-à-dire grand chef, grand maître de la sagesse des forêts et tout le reste. Donc, il ne pouvait que réagir en solidarité, en homme de culture, en homme culturel, en cette élite du grand clan Flan, qui aujourd'hui doit propulser cette solidarité au niveau des différents États. Donc, le président de la République a agi sur plusieurs casquettes. En dehors de l'homme politique, parce que vous allez retrouver que le Sud et la Guinée équatoriale sont très proches. D'ailleurs, même la plupart des familles se trouvent à cheval, d'autres de l'autre côté en Guinée équatoriale, d'autres au Cameroun et vice-versa. Parfois même, on rajoute un troisième pays où ce grand groupe se retrouve encore, que ce soit au Gabon aussi. Donc vous allez retrouver que parfois c'est les différentes familles, c'est le sénateur Meunier Mandira ne m'en dira pas le contraire, le sénateur de la région de la vallée du Ntem. Donc vous comprenez qu'en réalité, c'est une solidarité agissante que nous voyons aujourd'hui et qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Des valeurs africaines que nous défendons parce que c'est ces valeurs de solidarité, ces valeurs d'entraide, ces valeurs de secours mutuel qu'on doit justement apporter à nos différents États. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons la situation en Guinée équatoriale, peut-être ça devait être le Cameroun, peut-être ça pouvait être le Tchad, ça pouvait être la Centrafrique. D'ailleurs, la Centrafrique a eu des problèmes et nous en parlerons tout à l'heure. Et que tous ces différents États ont volé au secours de la Centrafrique par rapport à sa situation. Donc, c'est ce genre d'initiative que nous voulons voir davantage dans notre sous-région et davantage dans notre Afrique, où des gens peuvent se lever promptement, sans attendre, sans un protocole quelconque, pour dire que maintenant il faut apporter du secours à ce peuple-là. Et je pense que cette délégation camerounaise qui est conduite par 2 ministres et sans compter le personnel de santé militaire et génie militaire et tout le reste, et des experts, parce que l'une des choses, il faut étudier maintenant les causes, les dégâts que ça a causé au niveau de cette ville-là aujourd'hui, parce que il peut y avoir des échappées, on ne sait pas, des produits qu'il y avait dans la base militaire, il peut y avoir des produits toxiques. Donc, il faut des experts pour justement travailler dans ce sens-là et trouver des solutions concrètes pour que peut-être ça ne soit pas un lac news comme nous avons eu un lac news ici au Cameroun
où avait un mauvais gaz ou bien soi-disant qui a échappé et tout le reste, et il fallait circoncire l'espace. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire justement par rapport à cette actualité, et nous sommes véritablement solidaires avec ce peuple en dehors de ce que les grands chefs, c'est-à-dire le président Obiang Nguema Mbasogo, le président Paul Biya entretiennent comme relation, et qui prouvent que le ciel entre Bata et Yaoundé est sans nuage. Nous aussi, les Africains, les jeunes, nous leur disons, nous sommes de tout cœur avec vous, nous vous accompagnons comme on peut, que ça soit modestement par nos prières. Et nous avons justement prié pour que la situation puisse revenir à la normale par rapport à ce peuple guinéen meurtri. On rappelle que vous êtes un pasteur, donc c'est votre champ d'action permanent. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Bernard, comme vous regardez cela avec les lunettes d'un chercheur, indépendant d'ailleurs, et vous dites quand même, est-ce que, je veux le dire comme ça, parce que c'est un feu allumé par les populations qui arrive à ce niveau, il y a quand même que cette base-là, peut-être, il n'y a pas eu contrôle pendant que le feu progressait. Oui, merci une fois de plus, M. Bertondi. À la suite des deux autres panélistes, je vais moi aussi saluer la mémoire des victimes qui sont tombées suite à cette explosion. C'est vraiment déplorable, le nombre est assez élevé. Et aussi, je vais saluer le geste de cœur du président Biya par l'entremise du ministre d'État, secrétaire général, M. Ferdinand Ngongo, parce que c'est un acte fort de solidarité africaine, comme les autres l'ont bien relevé. Si la case de ton voisin brûle, porte-lui secours le plus rapidement possible, parce que tu ne sais pas, il peut arriver que ce soit ton tour. Bon, au-delà de ça, je voudrais aussi regarder qu'il s'agit d'un acte fort de coopération sud-sud. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté d'attendre l'aide étrangère. L'aide venue de Paris, l'aide venue d'Espagne, et ainsi de suite. Ça traduit qu'entre Africains, on peut se souder les coudes en cas de difficulté. C'est un type de comportement qu'on devrait étendre, même au-delà des situations douloureuses comme ça, dans le cadre économique, sportif, politique, et ainsi de suite. Ça devait être spontané. C'est une grande chose. Et ensuite, je voudrais bien croire, comme M. Christelle Fanga, qu'il s'agit d'un feu de brousse malheureux comme ça qui a engendré cette explosion. Mais je ne peux m'empêcher de me rappeler qu'un pays comme la Guinée équatoriale a été l'objet de manière régulière de tentatives de coup d'État orchestrées depuis l'extérieur. Et aussi, on sait que l'affaire de biens mal acquis, ça n'a pas emporté les gouvernements équato-guinéens comme certains souhaitaient. Il y a pas mal de temps que cette affaire s'est un peu tassée. Et il n'est pas mauvais de penser que certains aient pu vouloir rebondir d'une autre manière. Donc c'est pour dire qu'on a le droit de se demander, est-ce que quelqu'un n'aurait pas allumé ce feu? C'est une question possible. Excusez-moi, peut-être c'est une extrapolation. Mais il n'empêche que on peut déplorer qu'il y ait eu, disons, un déficit de contrôle, comme ça doit se faire auprès d'une soute, auprès d'une caverne. Voilà la lecture que je peux faire pour l'instant, M. Bertondi. Merci à vous. C'est d'ailleurs Christelle Fanga qui le notait. Il y a des experts dans la délégation, des experts, des sapeurs-pompiers experts dans le domaine et peut-être aussi dans le domaine purement stratégique du contrôle de ces lieux qui sont des lieux sacrés en termes. Je parle en termes militaires, en termes de sécurité. Alors, on va à Bruxelles. Luc Michel, bonsoir déjà. Vous regardez cette affaire, c'est clair. André Christelle Fanga a déjà dit que ce n'est pas une action terroriste, mais vous regardez cela avec le grand geste réalisé par le Cameroun, le président Paul Biya, qui a donc volé au secours de son homologue, le président Teodoro Obiang Mbasogo. Quel est l'angle avec lequel vous prenez cette action, mais surtout ce qui est arrivé auprès de cette base militaire?
Alors, Luc Michel n'est pas avec nous. Alors, Paul est là. Cette affaire de cette explosion pose quand même des questions et de contrôle et de sécurité et peut-être aussi de vigilance en ce qui concerne les casernes militaires. Absolument, absolument. Toutes les zones qui nécessitent une haute sécurité comme les zones militaires, comme les quartiers militaires, comme les zones dans lesquelles se trouvent des réserves de munitions, nécessitent la plus haute attention. Et donc, du fait justement du danger et des risques que portent ces environnements-là. Mais je dirais aussi, peut-être à la suite de M. Com, que évidemment, il n'est pas question de s'interdire de se poser des questions. C'est même le début de l'intelligence. C'est même le début de la démarche intellectuelle. S'interroger, remettre en question certaines vérités, entre guillemets ou sans guillemets, établies. Et donc, c'est ce qui permet d'avancer et d'échafauder comme ça des plans, des stratégies pour l'avenir, justement, non seulement éviter, mais quand il y a occurrence de ces événements malheureux, pouvoir savoir comment les résoudre. Et donc, le président Obanguema Bagzogo a affirmé lors d'une déclaration qu'il ne s'agissait pas d'un acte terroriste et qu'il a expliqué ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il s'agissait d'une erreur, d'une méprise d'attitude du fait des populations environnantes qui auraient donc allumé un feu et lequel feu aurait soufflé comme ça, ou serait arrivé aux réserves de munitions qui ont donc explosé et ont soufflé un certain nombre de bâtisses et notamment d'habitations de civils et qui a donc fait cette centaine de morts là. Et plus de 700 blessés jusqu'ici. Et donc, évidemment qu'il vaut mieux se rassurer en se disant qu'il n'y a pas de tentative, il n'y a pas d'acte terroriste derrière, mais il est de bon ton également de faire une lecture un peu plus large. Donc, moi, je ne suis pas allé dans ce sens, parce qu'on peut toujours s'en tenir aux propos du président de la République, qui est la voix la plus autorisée, mais nous, en tant qu'analystes, en tant que lanceur d'alerte, en tant qu'éveilleur de conscience, on est en droit et il est même nécessaire, il est impératif que nous ne nous limitions pas à la vérité première telle que présentée. Et donc, effectivement, la Guinée équatoriale, quand on regarde tous les pays africains qui sont déstabilisés, en réalité, la Guinée équatoriale a tous les éléments, si on peut considérer ça comme tel, qui permettent ou qui donnent envie d'être déstabilisés. Je parle notamment des richesses, je parle on va pas appeler ça quoi, les assauts que l'Occident, notamment la France, a souvent eu à avoir vis-à-vis de ses dirigeants, en termes de biens mal acquis, lesquels biens mal acquis, chaque fois que j'entends ça, sans dédouaner nos dirigeants en Afrique, mais ça me fait toujours un peu sourire, parce que quand la France parle de biens mal acquis, s'il s'agissait de faire le bilan, la comptabilité des biens mal acquis en possession de la France qui viennent de l'Afrique, franchement, je crois qu'il faudrait des tomes et des tomes de livres, et dont chacun des livres aurait des milliers et des milliers de pages. Donc vraiment, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, c'est insulter nos intelligences que de vouloir s'ériger toujours comme ça en donneur de leçons en nous disant voilà ce que vous faites, ce que vous posez comme acte à tel ou tel niveau n'est pas bien et voilà la grande France entre de très très gros guillemets qui donc parle à ces petits laquais africains et qui veut toujours ramener les pays africains, ce qu'elle considère comme son précaré, dans une sorte de bébéisme, dans une sorte d'infantilisation où elle est en droit de donner toutes les leçons qu'elle fomente. Donc, moi je dirais que ce n'est pas exclu et on sait très bien quel est le langage diplomatique et ça peut tout à fait être plausible que d'envisager des intentions malveillantes de la part de ceux qui auraient de bonnes raisons de déstabiliser l'Afrique en général, l'Afrique francophone et précisément dans le cas d'espèce, la Guinée équatoriale. On va parler de la Centrafrique tout à l'heure.
on se rendra bien compte, comme on s'en est suffisamment rendu compte déjà ici sur ce plateau à plusieurs reprises, que les troubles et la déstabilisation tentée de façon permanente au niveau de la Centrafrique ne sont pas anodines, et qu'on peut très bien faire une lecture assez simple de qui tire les ficelles de toutes ces mesures de déstabilisation. Donc, je dirais tout simplement qu'on s'en tient à ce que la plus haute autorité de la Guinée équatoriale nous a fait part, c'est-à-dire on s'en tient à l'information dont on nous a fait part, à savoir qu'il ne s'agissait pas d'un acte criminel, mais accidentel. Et on l'a déjà dit, on est de tout cœur avec les populations, mais restons lucides parce qu'on sait quand même à qui on a affaire, on sait quels sont les enjeux géostratégiques dans ce monde, et on sait très bien ce on est coutumier du fait de ce que certaines puissances sont à même de faire passer des événements ou des phénomènes comme pour naturels ou comme pour accidentels, alors que en réalité, les ficelles sont tenues par ces mêmes qui volent prétendument au secours des affligés. Et je parle notamment de l'Occident qui, en réalité, n'a cesse de se projeter en Afrique comme son Eldorado dont elle n'arrive pas, cet Occident-là, dont il n'arrive pas à se départir. Donc, restons lucides, posons-nous les bonnes questions, même si on n'est pas là pour jouer les troubles faits ou pour toujours mettre le couteau dans la plaie ou pour créer des suspicions là où il n'y en aurait pas. Mais, comme je l'ai dit tantôt, l'intelligence, la démarche intellectuelle suscite, appelle à des réflexions d'ensemble sans privilégier de façon exclusive une hypothèse. Donc restons lucides et prudents. Merci à vous, alors André Christelle Fanga. Au-delà de la prière, de la sécurisation, il y a quand même donc, il faut reconstruire un nouveau dispositif près de cette base, militaire-là. Les experts camerounais, la mission, est-ce qu'on peut essayer de lire ce que la mission, la délégation camerounaise est appelée à réaliser en Guinée équatoriale? Je pense que s'il y a eu une mission humanitaire, d'abord, premièrement, ça c'est la face visible de l'affaire, parce qu'en diplomatie, on ne présente pas tout ce qui est sous-jacent ou bien tout ce qui est en dessous. Non, je pense qu'aujourd'hui, quand nous regardons cette situation, je pense qu'il y a eu échange entre le président de la République de Guinée équatoriale et le président de la République du Cameroun. Il y a eu justement des échanges, il y a eu justement un entretien. Ce qui est sûr, ils se sont parlé. Et avant maintenant que le président de la République ait envoyé cette mission humanitaire, parce que parce que nous avons quand même des gens au ministère de la Défense et au ministère de l'administration territoriale, il y a quand même des experts qui sont dans ce cortège-là, dans ce convoi-là pour la Guinée équatoriale. Parce qu'en réalité, les enjeux sont énormes. Les enjeux, ne regardez pas seulement le nombre de morts. Ne regardez pas seulement les destructions des bâtiments, parce qu'au-delà de tous ces événements-là, parce que quand même, l'une des choses qui... Vous avez posé la question, je crois, à un de nos panélistes tout à l'heure. L'une des choses, est-ce qu'ils n'ont pas vu le feu venir? Ah oui, c'était le sens de ma question. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la fumée, le feu s'avance avec la fumée quand même. Et ça fait un petit temps pour que... Ça va, c'était le sens de ma question à l'enseignant, aux chercheurs indépendants. Oui, on y va. Donc, ça veut dire qu'il y a eu peut-être un problème de laxisme au niveau de la base militaire. C'est-à-dire, ils n'ont pas vu le feu venir. Et dans une base militaire, et si le feu peut vous surprendre, ça veut dire qu'il y a questionnement. Il y a des choses à remettre au goût du jour. À remettre peut-être, parce que quand même, nous connaissons les constructions des camps militaires. Il y a quand même des veilleurs, il y a quand même tout ce dispositif-là des différents côtés qui sont là, les tours de contrôle.
qui regardent et qui savent, et surtout que c'est une base de réserve de munitions. Ce n'est pas seulement les réserves de munitions, parce que ça, c'est ce qu'on dit. Vous allez retrouver que peut-être il y a d'autres matériaux assez importants, militaires, qui s'y trouvaient. Et c'est justement parce qu'il y avait d'autres matériaux que ces dégâts sont arrivés à ce niveau. Parce que si c'était seulement des munitions, ça ne pouvait pas causer tant de dégâts. Donc, vous comprenez que première des leçons à tirer, c'est d'abord, est-ce que les hommes qui sont censés veiller sur cette base militaire étaient bel et bien présents dans cette base, ou bien non, étaient à leur poste? Deuxièmement, maintenant, comment la base a été construite par rapport à ces différentes attaques? Parce que quand même, quand une base militaire est construite, on regarde le tout et le pourtour de la situation. Est-ce qu'il peut y avoir une attaque terroriste? Est-ce qu'il peut y avoir justement un feu qui peut s'échapper, comme il s'est échappé de la forêt, comme celui-là? Il y a plein de questions qu'on se pose et on prend des dispositions justement par rapport à cela. Et je pense qu'aujourd'hui, si l'expertise camerounaise est demandée, c'est parce que le Cameroun est déjà quand même à un niveau assez élevé dans ce domaine-là. Parce que quand vous regardez les dispositions dans la plupart des bases militaires que nous avons, moi je suis un enfant de Tergal au niveau du BBR, donc je suis en face justement d'un camp militaire, donc je connais un peu les dispositions militaires, comment ça se passe là-bas. Vous ne pouvez pas entrer dans une base militaire sans que vous ne soyez identifié, vous ne pouvez pas en ressortir sans que vous ne soyez identifié. Donc on sait quand vous êtes entré ou on sait quand vous êtes sorti. Et on sait toutes les dispositions qu'on prend tout autour de cette base militaire-là. D'ailleurs, même, il y a des interdictions au niveau de la base militaire parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, des champs qu'on ne peut pas faire tout autour parce que sachant que peut-être il y a les soutes de carburant qui sont là, il y a les soutes de munitions qui sont là, il y a tous ces éléments-là qui sont tout à peu. Donc, je pense que le Cameroun a une très grande expertise militaire et en dehors des experts, que ce soit en armement et tout le reste, il y a des experts du génie civil, du génie militaire qui sont là. Ça veut dire qu'on pense déjà à la reconstruction de cette base-là. Ça veut dire que cette délégation n'est pas allée les mains vides, vous comprenez un peu. Sans compter qu'il y a aussi les médecins, parce que les médecins militaires qui sont dans la délégation. Et maintenant, pourquoi? Parce que les gens vont se poser la question, pourquoi le ministre de l'administration territoriale est dans la délégation? Vous savez qu'il y a une partie de l'administration territoriale, un volet que l'administration territoriale, une fonction qu'elle occupe, la protection civile. La protection civile est un élément important dans l'administration territoriale. Et ça, ce volet n'a pas toujours été très visible dans notre pays, alors que c'est un département extrêmement important pour la vie et la survie de beaucoup de populations. Parce que ce département est justement chargé pour la protection des civils. Et dans cette situation, au niveau de la Guinée équatoriale, les civils ont été touchés. Donc, il faut véritablement des gens qui ont une certaine expérience dans la protection civile. Et justement, en dehors des experts, que ce soit militaire, génie militaire et tout le reste maintenant, il y a des psychologues. Il y a des gens qu'on doit, parce que les populations ont été traumatisées par cette hécatombe-là. Donc, c'est vraiment un arsenal assez important qu'il faut mettre en place parce que s'il ne s'agit pas seulement de reconstruire, de consoler, de faire tout et tout, il y a plein de choses à mettre en jeu. Et justement, pour ne pas écarter la thèse des questionnements de Paul et du chercheur par rapport à peut-être une main criminelle ou un acte terroriste, c'est justement durant toutes ces enquêtes, parce qu'en réalité, c'est les enquêteurs qui sont aussi dans cette délégation, parce qu'on veut aussi une expertise extérieure, parce que si on laisse seulement l'enquête au niveau des éléments de la défense de Guinée équatoriale, il peut avoir on peut biaiser le rapport. Donc il faut aussi des experts extérieurs pour justement mieux étudier la situation. Est-ce que c'est une main criminelle? Est-ce que c'est simplement le feu comme ça a été déclaré? Donc, voilà l'importance de cette mission humanitaire aujourd'hui, qui est d'une grande importance pour les deux pays, parce qu'en réalité, le Cameroun réaffirme son leadership, que ce soit militaire, que ce soit humanitaire, dans la zone CEMAC. Et maintenant, la Guinée équatoriale aussi, qui, aujourd'hui, comment je veux le dire, accepte la main tendue du Cameroun
pour l'aider dans la construction, parce que construire une base militaire ou bien avoir l'expertise d'un autre pays, ça veut dire que vous faites confiance à ce pays-là. Donc, ça veut dire qu'il y a des relations assez importantes pour justement réaliser certaines choses entre ces deux États. Donc, c'est véritablement un sujet à davantage épiloguer, aller en profondeur, parce que il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qu'il faut fouiller, il y a des choses qu'il faut comprendre. Et nous sommes là justement pour essayer de faire comprendre aux gens, non, soyez calmes, la situation est déjà... Bon, elle se temporise, mais malgré qu'il y a des décès, parce que la plupart de ceux qui ont été hospitalisés sont en train de mourir. Donc, il y a eu des gens qui ont eu des brûlures à 70-80 degrés, donc vraiment qui ne peuvent pas résister. Et des gens qui ont eu des pieds qui ont été, mains, tout ça, coupés et tout, là, et qui ont beaucoup saigné. Donc, ça, c'est pas facile véritablement pour ce pays-là. Donc, c'est une très bonne coopération. Ça nous donne une bonne leçon, M. Hubert Etoundi. Ça nous donne une très belle leçon de solidarité entre les États. Parce que si aujourd'hui, nous devons nous targuer, nous vanter, véritablement d'être des Africains, nous devons nous baser sur cet élément-là, la solidarité. Nous avons toujours été des peuples solidaires. Nous avons toujours marché ensemble. Nous sommes en réalité même des mêmes peuples. Parce qu'il n'y a aucune différence entre le Ntoum ou le Boul ou le Fang. Il n'y a aucune différence. C'est la même aire géographique, c'est les mêmes cultures, c'est les mêmes habitudes culinaires, c'est le même peuple. Donc, en réalité, même c'est le même ancêtre, même au bout du compte. Donc, pourquoi créer des divisions? Et c'est pour ça que ça rejoint mon combat. Je n'en pas encore là. Il aime bien quand nous parlons justement de ce brisement de frontières, parce que c'est ces frontières artificielles qui ont été créées dans nos différents États. On nous a séparés. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qu'on ne peut plus se parler face à face? Je crois que c'est mon frère Ella qui parlait tout à l'heure du passeport CEMAC qui ne fait que tarder. Mais attendez, est-ce que ça doit prendre des contorsions, des contournements, je ne sais pas, des pourtours qui ne font que s'alourdir, s'allonger? On devait normalement circuler librement dans nos différents États, parce qu'en réalité, c'est nos territoires. Donc aujourd'hui, il faut regarder, pousser plus loin cette réflexion en dehors de cette aide humanitaire, pousser aussi pour que véritablement l'intégration sous-régionale puisse se mettre en place. Merci d'être arrivé avec votre argumentaire dans cette intégration sous-régionale qui n'est pas du tout facile parce qu'en principe, il y a un ensemble d'intérêts et beaucoup de mains parfois invisibles qui empêchent cela. Alors, cette fois-ci, ce sera bon avec Luc Michel. Il nous attend à Bruxelles depuis. Cher monsieur, justement, depuis le 7 mars dernier, vous suivez cette actualité concernant cette explosion des armes, des munitions en Guinée équatoriale. Alors, comment vous placez cette explosion? Une explosion, justement, à cause du feu allumé par les populations. Est-ce que la surprise des garants ou des gardiens de la base, leur surprise en réalité fait manque d'un contrôle, ou alors est-ce que vous avez des éléments autres à ajouter, mais surtout qu'aujourd'hui le Cameroun a envoyé une délégation avec beaucoup d'experts pour essayer justement de reconstituer ce qui s'est passé et reconstruire. Luc Michel, bonjour et bienvenue, si vous voulez, bonjour bonsoir, ou bonsoir. Bonsoir aux collègues, bonsoir aux téléspectateurs. J'étais dans un problème technique. La première chose que je veux dire préalablement, c'est que nous sommes là, ici, sur le plateau, sur une chaîne panafricaine, pour aider la Guinée équatoriale. Les autorités de Guinée équatoriale, à commencer par le président Biangné Mambartogo, ont lourdement insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un attentat, qu'il ne s'agit pas du terrorisme ou de choses pareilles. C'est un des éléments de la déstabilisation occidentale d'avoir lancé des bruits de terrorisme, etc. Donc je pense que évoquer de pareilles suppositions, c'est pas rendre service à la Guinée équatoriale. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que l'aide occidentale est arrivée dès le lendemain. Les Français, les Belges, les Israéliens, les Espagnols. La différence avec le Cameroun, c'est que le Cameroun, c'est l'aide d'un pays frère
elle vient ici dans le respect. Pourquoi est-ce que je parle dans le respect et la dignité? Lorsqu'un pays est en deuil, est frappé comme l'est la Guinée équatoriale, on respecte son deuil et on le traite avec dignité. Or, qu'est-ce qui se passe dans les pays occidentaux? Il se passe d'ailleurs ce qui s'est passé avec la France quand il y a eu l'année passée une explosion similaire dans le port qui a ravagé Beyrouth. Les Français sont venus donner des leçons de politique et de démocratie dans un peuple dont on n'a pas respecté le deuil. C'est la même chose qui se passe avec la Guinée équatoriale. Depuis le premier jour, vous savez qu'il y a une campagne générale de déstabilisation dont nous avons déjà parlé de Malabo, qui vise l'objectif 2023, c'est-à-dire la présidentielle, et le transfert de pouvoir au sein du PDGE du président Obiang à son successeur. Eh bien, cette campagne, elle a été encore intensifiée avec l'attentat. Moi, vous savez, je ne suis pas un naïf, mais je m'imaginais quand même qu'on aurait un minimum de retenue, un minimum de décence et de dignité à Washington ou à Paris, qu'on respecterait le deuil des Équato-Guinéens. Au lieu de cela, il y a une campagne de fond en dessous de la ceinture pour déstabiliser la Guinée, qualifiée de pays qui vit dans la misère. Pour nous qui savons les infrastructures, le développement du pays, ça fait sourire de mépris, mais c'est ce qu'on raconte. On raconte que la famille Obiang gère mal le pays et on laisse entendre que l'armée est responsable de cet attentat par incompétence. La palme de la détestation ou la palme du mépris, elle va à un journal français qui s'appelle Le Monde, qui est une édition Le Monde Afrique. Vous allez comprendre tout de suite, Le Monde est officiellement financé par une ONG sud-africaine qui s'appelle Osiwa, qui appartient à George Soros, et il est financé par la fondation Bill Gates, le complice de Soros. Ces gens sont derrière la déstabilisation de la Guinée équatoriale depuis presque 20 ans. Maître Bourdon, dans l'affaire des biens mal acquis, c'est l'adjoint de Soros en France, et les coups d'État en Guinée équatoriale de 2004 et 2017 ont déterminé les enquêtes menées à Malabo que Soros avait contribué à leur organisation et leur financement. Que dit Le Monde? Le Monde laisse entendre que la famille Obiang a organisé cet attentat. C'est honteux. Quelle serait l'explication? Tout simplement qu'il faudrait faire oublier à la population la crise économique due au pétrole. C'est tout simplement scandaleux. C'est dans la ligne de ce que Jeune Afrique écrit depuis des semaines. Mais moi, je vous le disais, je pensais quand même, parce que je suis quelqu'un qui a encore le sens de l'honneur et de la dignité, je pensais au moins que les Occidentaux se retiendraient pendant quelques jours. Ce n'est pas le cas. Il faut à côté de ça souligner évidemment la solidarité du Cameroun, la dignité du Cameroun, qui vient aider un peuple frère en respectant le deuil de celui-ci. Merci à vous, Luc Michel. On va peut-être revenir avec vous, je ne sais pas si Alain Jules Mignet et Héricien Pascal Ndiamba, s'ils sont déjà avec nous de l'autre côté du Zoom. Ces deux journalistes, ben, ils ne sont pas là. On va revenir sur ce plateau. Alors, Luc Michel vient d'évoquer là une campagne de communication occidentale, en principe, qui essaye de dénigrer la Guinée équatoriale en rapport à ce qui est arrivé. Quelle est la lecture ou quelle appréciation faites-vous, Bernard Combe, de cette communication à l'occidental, c'est-à-dire que communication de mépris pour le Sud et partant pour la Guinée équatoriale? Oui. C'est un comportement auquel on est habitué. C'est de la manipulation. C'est des gens qui veulent se donner l'occasion d'intervenir militairement en Guinée équatoriale. C'est des gens qui veulent justifier la déstabilisation qu'ils viendraient orchestrer. Parce que le passé montre que lorsqu'un pays africain est bien géré, cela ne plaît pas au FMI, cela ne plaît pas à l'oligarchie impérialiste. Je me souviens, l'une des difficultés ayant justifié la chute de Laurent Gbagbo, par exemple, c'est qu'il payait les dettes de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'était pas endettée. Parce que l'endettement, ça arrange ces pays-là. Donc, c'est des manœuvres auxquelles nous devons nous départir. Il faut que le peuple africain mûrisse à ce sujet.
Et il faut déplorer le fait que, malgré les interventions expertes des chercheurs qui passent sur le plateau d'Afrique Média ici, beaucoup d'intellectuels africains se sont donné des raisons de ne pas écouter cette chaîne. Je suis déçu tous les jours au quotidien de voir des gens qui disent Afrique Média soutient les dictateurs. Afrique Média, non, non, c'est pas une chaîne. Afrique Média, non, non, non. C'est des gens qui ne sont pas au diapason. Ça, c'est des gens qui sont une charge, qui sont un caillou dans la chaussure du panafricanisme. Parce que l'enjeu communicationnel est très important pour réussir la révolution panafricaine que nous cherchons tous. Et donc, nous devons dénoncer tous les jours ce genre de manœuvre occidentale. Il faudrait que d'autres chaînes à la suite d'Afrique Média prennent le relais. Il faudrait qu'on réplique souvent à ces chaînes, mot pour mot. Et pour cela, le peuple africain doit participer au combat. Il doit suivre la mouvance. Donc vraiment, il faut déplorer cet état de choses. Et nous demandons au gouvernement équato-guinéen de rester serein, comme il a su l'être jusque-là. Parce que malgré la déclaration du président Obiangema, il faut se dire que c'était une attaque terroriste. Il ne serait jamais montré au créneau pour dire « nous sommes victimes d'une attaque terroriste ». Non. Il faut gérer ça avec tact, avec tempérance, mais avec fermeté. En quelque sorte, il faut garder la main de fer dans un gant de velours. Merci à vous, Bernard Com. Alors, André Christelle Fanga, on va quand même faire un parallélisme. Luc Michel vient justement de parler de cette situation, une communication à l'occidental, mais l'on voit aussi à la réponse à cette communication occidentale les rapports sud-sud, c'est-à-dire que le Cameroun, qui est de ce côté-là, avec des